sauter dans sa roue, Franck juste derrière, et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché, Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, la sortie du dimanche, ce 18 octobre 2020, pour parler du Giro et du Tour des Flandres. Est-ce qu'on l'aurait cru si on nous avait dit il y a un an qu'on serait en octobre à parler de ces deux courses simultanément. Avec moi pour en parler Charles, bonsoir Charles. Salut Ben, bonsoir à tous. Théo, bonsoir Théo. Salut tout le monde. Et enfin Greg, bonsoir Greg. Bonsoir tout le monde. Alors on va tout d'abord parler du Tour des Flandres, Ron van Vonderen, qui a vu le mythique duel Van Der Poel-Van Aert, un duel qui aurait pu être finalement à 3, Greg. Un truel, voilà. Un truel, voilà. Mais malheureusement, il y a eu la chute du champion du monde, Julian Alaphilippe, à 30 km de l'arrivée, alors que les trois s'étaient isolés. C'est vrai que ça faisait un petit peu... combat des chefs, c'est peut-être les trois favoris qu'on attendait depuis un moment, qu'on avait vu alors au duel, on a vu à la lutte des semaines précédentes, le trio que tout le monde attendait. C'est vrai qu'ils étaient tous les trois échappés. On s'attendait à, voilà, c'est peut-être ce que tout le monde attendait. Et bon, il y a cette chute d'Alaphilippe, on va peut-être en dire deux mots avec la moto. Il parlait à l'oreillette, il l'a pas vu. Visiblement, c'est une fracture, donc clavicule. Double fracture de la main. Bim. Donc, voilà, il s'est bien fait mal et donc ils sont trouvés à deux. Le sprint un petit peu qu'on attendait, la photo finish, un peu le symbole finalement de cette fin de saison parce que il s'était un petit peu cherché aussi par déclaration interposée et pouvoir finalement Van Der Poel gagner. Donc voilà, c'est peut-être l'affrontement qu'on attendait un petit peu tous. Donc c'est sans surprise, hein, le reste de la course n'était pas non plus si palpitant. Voilà. Après pour moi la chute, j'entends beaucoup qui mettent en cause le motard, mais il a une moto devant lui, je suis pas sûr qu'on puisse beaucoup lui reprocher quelque chose. Alors Charles, c'est vrai qu'on a pu voir par exemple Remco Evenepoel sur les réseaux sociaux insulter le motard. C'est vrai que c'est peut-être la moto, c'est la moto devant ce motard percuté qui est fautive, mais en fait elle est pas tant fautive que ça. Est-ce que c'est pas plutôt malheureux concours de circonstances? Ouais, autant sur le coup j'étais un peu d'accord avec Evenepoel, même si un coureur devrait quand même tourner sa langue dans sa bouche, je pense, surtout un coureur du calibre de Remco Evenepoel. Mais ouais, c'est vrai que comme Greg l'a dit, c'est la faute un peu à pas de chance. La moto est bien sur le côté, Alaf regarde à ce moment-là l'oreillette, comme ça peut arriver plein de fois en course. Et finalement, c'est un malheureux concours de circonstances, mais moi j'étais un petit peu, pas déçu, mais c'est vrai qu'on en parlait un peu en off et au final quand Van Der Poel et Van Aert sont tout seuls, on sait qu'il va plus se passer grand chose parce que les deux vont aussi vite au sprint, donc ils n'avaient finalement pas trop d'intérêt de se tirer la bourre dans les derniers monts et c'était logique, je pense, qu'il s'explique dans la dernière ligne droite. C'est vrai, d'ailleurs Théo, Patrick Chassé le disait lorsque nous l'avions invité à notre émission, à 3 c'est toujours mieux qu'à 2. Et ça s'est vérifié encore aujourd'hui. Bah oui, parce qu'à 3 surtout, c'est surtout mieux. 3 c'est surtout mieux qu'à 2 quand il y a une situation symétrique. Oula, C'était c'est vraiment technique là. Oula. Là ça devient technique. non, mais ce que je veux dire c'est que Surtout qu'Alaf va moins vite que les deux autres en Alaf plus, va donc moins vite que les deux et les deux ont un peu le même profil. Ils se valent à peu près dans les monts. Ils ont tous les deux leur chance de sprint, donc on est sûr qu'il va rien se passer. Avec Alaphilippe, forcément, il y avait un élément perturbateur. Juste pour revenir sur sa chute, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est la faute à pas de chance, mais je pense qu'il y a quand même des choses à relever. C'est le nombre de motos sur les courses. Alors même si c'est pas la faute de ce motard-là précisément, ça montre quand même qu'il y a un oui, il y a certain trop de problème. motos. Et l'autre, c'est la tendance aussi des coureurs à aller chercher l'aspiration. C'est Van Aert qui le fait parce qu'il a la place pour passer ailleurs. Forcément, un jour, un accident arrive. Je sais pas ce qui serait possible de faire pour changer ça, mais il y a quand même des comportements qui peuvent changer, je pense. Quelque chose à faire, Greg, ça serait peut-être déjà enlever les oreillettes et revenir à l'assistance par soi-même, un peu comme Eugène Christophe en 1910 qui descend le Tourmalet à pied. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, sans aller jusque-là, c'est vrai qu'on nous présente souvent les oreillettes comme un des arguments des coureurs ou des directeurs sportifs, c'est la sécurité. Sauf qu'on voit là, c'est en parlant à son directeur sportif que
eh bien, il a une seconde d'inattention, ne voit pas, voilà, n'a pas le, voit la moto trop tard, donc il se la prend en plein dans le bras. Donc oui, enfin, il y a d'autres raisons hein, qui peuvent dire que les oreillettes, on peut s'en passer. Mais ça peut aussi en faire partie que les coureurs ne seraient peut-être un peu moins déconcentrés. Oui, parce que Bah, pour les oreillettes, c'est facile, on pourrait les mettre en réception seule et laisser radio course, comme ça, t'entends les infos, mais au moins tu parles pas, t'échanges pas et basta quoi. voilà, pourquoi pas. Enfin, Moi, je par pense exemple, qu'on devrait les enlever tout court. ici, la moto, peut-être moins fautif. Cette semaine aussi, une chute avec une moto. Viviani, je crois, sur le Giro, il tombe avec Mm. une moto, je crois, enfin, Non, puis il dans un faut pas trou. trop le blâmer, ouais, le chauffeur de la moto, parce que enfin le pauvre, il a fait tomber Ben, le le problème, il champion est du bloqué, monde, il y en il a une doit être devant un peu, lui. il s'est fait pourrir toute l'après-midi sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'il doit pas être serein ce soir, enfin ça. Et il y en a une devant lui, alors le En pêcheur, plus, il ouais. peut. Après, s'il est belge ou néerlandais, ça va. Surtout s'il est néerlandais, il doit faire bon. Il aurait pu faire Pour un la écart. patrie. Mais ouais, ce qui est marrant, c'est qu'on avait quand même une course assez emballée avant. Il s'était passé plusieurs trucs, on va pas revenir dessus, mais même avant l'attaque des Trois, il y avait eu des coups qui avaient tenté de partir, et ça a un peu éteint la course, et ça s'est senti au niveau des commentaires. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'étais sur France Télé. Et bah, ils avaient vraiment du mal à s'emballer. Et heureusement qu'on a eu un très beau dernier kilomètre où de nouveau la tension est remontée tout d'un coup. Parce que sinon, bah, ça tombait un peu. Bah, c'est un peu la clôture de la saison des classiques, même s'il y a encore les 3 jours de la panne, qui tombait un peu à plat, quoi, sans ce beau dernier kilomètre. Ouais, Et t'as ça, c'est pas tout un à côté fait. très français, ça. C'est-à-dire, évidemment, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de supporters d'Alaphilippe, beaucoup qui étaient derrière Alaphilippe, et d'un coup, il tombe, une chute un petit peu bête. Et forcément, on est déçu, parce que j'imagine que les Belges et les Hollandais, ils devaient être peut-être un peu plus motivés, un peu plus Ah, intéressés par la bah, course. il devait avoir le stress, mais au final, il s'est rien passé. Mais je pense que pour les Français, notamment sur France Télévisions, on a la chute d'Alaphilippe. Alors qu'il anime la course, on sort d'une période de course où il y a beaucoup d'attaques avec beaucoup de Français. On a Romain Bardet, Anthony Turgis qui était à l'attaque. Alaphilippe tombe, il se tord de douleur. Bon, il y a Marion Rousse en cabine. Bon, je comprends que ça baisse d'un ton sur le mois, mais c'est vrai que ça a un peu éteint la course ensuite. Non pas qu'il y avait un désintérêt par rapport aux deux monstres qui étaient devant, mais c'est qu'à ce moment-là, ben, la situation se fige, Mm. Charles, et il n'y a personne derrière, hormis Oliver Neisen, mais qui n'a pas réussi à inverser la tendance, personne qui n'arrive à changer l'état des lieux à ce moment-là. Ah bah oui, tout à fait. Bah, c'est le problème entre guillemets d'un sport vraiment que physique comme le vélo. À partir du moment où les meilleurs, les deux, trois meilleurs s'isolent devant, la situation, comme tu le dis, elle est figée. Derrière, on a essayé de rentrer. Hein. Nassan, il a fait beaucoup d'efforts, d'autres coureurs également, mais à partir du moment où, ouais, comme je le disais, physiquement, on est moins fort que Van Aert et Van Der Poel, quoi qu'on fasse, on ne va pas rentrer. Donc, ouais, là, il se passe plus grand-chose. En plus, on l'a dit en début d'émission, ils sont très rapides tous les deux au sprint et ils pensaient tous les deux pouvoir gagner. Et d'ailleurs, enfin, ce sprint, je sais pas si on va y revenir après, mais c'est archi impressionnant. Moi, je trouve l'impression de puissance qui se dégageait de deux mecs qui partent comme ça à l'arrêt et qui se disputent la victoire au dernier centimètre avant la ligne. C'était vraiment, enfin, cette impression de puissance, j'étais assez bluffé, hein, dans le bon sens du terme. Hein. Je veux pas Ouais, ouais. qu'on se méprenne sur mes propos, mais vraiment, je dis chapeau parce que c'était ouais, très très impressionnant, j'ai trouvé. Ça faisait penser Théo à ses démarrages en cyclocross finalement. Ouais, parce quand je vois Van Aert partir et avec la distance et la vitesse qu'a Van Aert, et le fait qu'il bénéficie quand même d'un peu plus de temps pour démarrer, je me dis que ça allait vraiment être très compliqué et il répond presque instantanément quoi. Et tout de suite, il tient sur un effort court. Bon, Van Aert remonte quand même à la fin. C'est peut-être un peu un cliché, mais Van Aert c'est quand même un coureur très puissant et je pense qu'il aurait bénéficié d'un sprint un peu plus long. Mais je pense qu'il voulait surtout espérer Surprendre. surprendre un petit peu au démarrage, parce que Van Der Poel, il faut qu'il regarde devant aussi à un moment donné. Peut-être qu'il a mal géré ce moment-là, mais en tout cas, enfin, avec une course un peu plus dantesque avant, ça aurait été une des courses. Enfin, ça aurait été un des finales de l'année pour moi. Là, c'était très beau, mais bon, ça reste un peu quand même en dessous. Sachant que ce qui aurait été bien aussi, c'est d'avoir le groupe de derrière un tout petit peu plus proche pour Ouais. qu'il y Oui. ait aussi ce petit frisson. Il y avait 20 secondes de trop, quoi. Et en parlant du groupe de derrière, Greg, cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de Français à la fête sur le Tour des Flandres.
Effectivement, enfin, sans compter la chute d'Alaphilippe, on a Turgis. Je pense que c'est une des belles surprises pour l'équipe de Total Direct Energy. On a Sénéchal, on a Madouas aussi, on a même un peu plus loin, mais même Bardet. Je pense peut-être qu'on y reviendra, mais 25e pour ce qui n'est pas sa spécialité. Peut-être que ça lui donnera quelques idées pour les années suivantes. Donc oui, et même à un moment, enfin, les Français étaient à la fête, c'était un petit peu la folie sur le forum, un petit peu d'enflammade. Donc voilà, alors même si les circonstances, le calendrier font que c'est très particulier, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça au milieu des Belges et des Hollandais, les Français qui pointent leur bout de leur nez. Alors Charles, justement, alors il y a Madouas et Bardet qui découvrent cette course, mais on peut parler également de la belle performance de Xandro Maurice par exemple. Mmh. Romain Bardet qui entame le Koppenberg seul en tête. Ça donne envie de revoir déjà Romain Bardet, mais également certains coureurs de grand tour sur des courses comme cela. Ouais, C'est ouais. cool de les voir affronter les Ouais, purs carrément. Flandriens. Et j'ai l'impression que, tu vois, enfin, je sais pas si les gars seront d'accord avec ça, mais qu'on retrouve un peu la pensée, entre guillemets, que les coureurs de grand tour peuvent aussi performer sur les courses d'un jour. Peut-être que ce calendrier bouleversé va finalement servir de déclic à ces Bardet, à ces Nibali. Barguil, tu vois, il avait l'air vraiment très déçu, par exemple, que Paris-Roubaix n'ait pas lieu. Et finalement, de toute façon, dans le vélo, on l'a dit, c'est vraiment que physique à la base. Donc si tu es fort sur un grand tour, tu peux être fort sur Paris-Roubaix. Rappelez-vous de ces étapes de pavé, les favoris, ils sont loin d'être ridicules, hein. Même des Quintana ou des mecs comme ça, ils sont capables de signer des belles performances. Bon, bien sûr, pas de gagner le Tour des Flandres ou de gagner Paris-Roubaix, mais on se rend compte qu'il y a des liens finalement qui peuvent se créer et ouais, ça peut être vachement intéressant de voir les leaders de grand tour retrouver un peu ces classiques. Alors c'est difficile hein, parce que si tu chutes en avril sur Paris-Roubaix, le Tour de France, ça peut être très très compliqué derrière, mais pourquoi pas ouais, se tester de temps en temps. Ça serait peut-être d'ailleurs peut-être plus intéressant de les voir là que sur les Ardennaises où ça devient un peu Oui, des grosses clairement. op- Mais moi, je milite pour, depuis quelque temps pour une deuxième période de Flandrienne à la fin de la saison, et ça pourrait être intéressant, parce qu'on voit que là, quand il n'y a plus de risque finalement pour la suite du calendrier, ça, on voit des coureurs de grand tour, quoi. Quant à moi, je milite pour le retour de la Coupe du Monde de Ouais, carrément cyclisme. aussi. J'adorais ça avec le maillot distinctif. Alors certes, des fois les courses étaient faites en fonction du classement et non plus pour gagner la course en elle-même, mais justement ça rajoute de la tactique dans les courses. Bon, c'est Mais pour un peu revenir sur vieux. les Français, je voulais souligner aussi, avant de donner la parole au gars, la belle perf d'Anthony Turgis, t'en as parlé un peu, mais cette saison c'est très très compliqué pour Total Direct Energy, qui s'est complètement foiré sur le Tour de France, qui a certes gagné une étape de Paris-Nice, mais en dehors de ça, je crois qu'il n'y a que deux succès, et encore c'était avant le confinement. Donc faire top 5 sur un monument, j'imagine que ça va faire beaucoup beaucoup de bien aux hommes de Jean-René Bernaudot. Théo, c'est une performance sur laquelle on peut s'appuyer en cette fin de saison pour relancer la machine l'an prochain. Je sais pas, je pense que si Total, ils sont encore dans l'attente de ce qui va se passer au niveau des licences World Tour, pas parce qu'ils espèrent monter, mais pour savoir le nombre Wildcard? de Oui. wildcards qui seront attribués sur le tour. Je pense que effectivement, c'est quelque chose qui peut servir de base pour la remobilisation, mais ça vient peut-être un peu tard en fait. La saison est terminée, là les coureurs vont rentrer chez eux, ils vont entamer un nouveau cycle l'an prochain. Au moins, ils partiront pas sur une mauvaise note, mais il fallait se relancer avant, quoi. Là, c'est trop tard. Et Attends, surtout, peut-être il va y avoir 4 succès d'étape sur la Vuelta. bah, peut-être qu'ils peuvent rattraper Nippo Delco pour la Oh non, quatrième non, non, place non. s'ils font Oh. beaucoup, beaucoup, beaucoup de points sur la Ah bah là, ils Vuelta. vont scorer énormément aujourd'hui d'ailleurs. Je j'ai pas le calcul en tête, mais Je crois qu'il Ouais. reste à plus de 200 points. 275 points pour Turgis, qui était dans les 10 premiers, et c'est tout. Ouais, cette Mais semaine, c'est déjà ils beaucoup. ont aussi fait une deuxième place sur le Grand Prix de l'Escaut. Mm. oui, Euh, puis il faudra voir à la Ouais, panne aussi mercredi. ouais. enfin bref, ouais. À l'ESCO, pardon, ça rapporte quand même 150 points avec Bonifacio. Greg, quelque chose à ajouter sur le Tour des Flandres? Ben non, moi ça va, je pense qu'on peut passer Mm. On n'a pas parlé à la suite. du mouvement des deux Koenig, d'ailleurs, qui sortent Ah oui. derrière le trio, mais bon, ça aurait pu changer toute la course. C'est pas fait, c'est comme ça.
Mais parlons du Giro du coup. Le Giro en ce moment donc continue sur une semaine vallonnée qui se finit par une étape de montagne. Greg justement, une étape de montagne avec une équipe de Sunweb très forte, mais de beaux écarts. Ça fait plaisir de voir les coureurs arriver presque un par un. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plein sur le tour d'avoir des étapes de montagne un peu cadenassées. Autant on l'a vu très tôt finalement dans cette montée de Piancavallo, eh bien on a vu des leaders ou des candidats pour le général lâcher. On a vu du Fuglsang lâcher très tôt, Bilbao, Pozzovivo, Nibali, alors que tout le monde le voyait bien, McNulty, etc. Et même le maillot rose a fini par être lâché. Il s'est battu, on l'a vu grimaçant la langue pendue pendant beaucoup très longtemps. Ah, c'est vrai que ça avait quelque chose qu'on avait, voilà, que finalement on aime bien voir aussi, voir des écarts, des surprises, des gens en forme, des gens moins en forme. C'est vrai que c'est quelque chose enfin, que moi j'aime bien voir, voilà, sur un grand tour et qu'on n'avait pas vu sur le tour. Donc là, c'est vrai que ça fait un petit peu plaisir d'avoir une dernière montée animée et qui annonce, à mon avis, beaucoup de surprises, beaucoup de défaillances pour la semaine à venir. Alors, cette montée, parce que je te lance sans parler de ce qui se passe, donc Théo Gaillard qui remporte l'étape devant Kelderman et Hindley. Hindley qui a fait un très gros boulot, la Team Sunweb a tout fait exploser. Et la défaillance de Joao Almeida, qui n'a pas été le seul d'ailleurs à exploser, puisque Fuglsang, Nibali, Pozzovivo, entre autres, perdu du temps. Almeida qui est seulement maillot rose pour 15 secondes face à Kelderman. Mais comme l'a dit Greg, Charles, c'est un classement général où les premiers, il n'y en a aucun, on pourrait miser dessus les yeux fermés. Ouais, clairement, c'est un peu ce qu'on se disait en off et quand on regardait l'étape aujourd'hui, Joao Almeida, vous l'avez dit, il a un peu craqué et je pense sincèrement, comme vous, je crois d'ailleurs, qu'il va continuer à baisser en intensité tout au long de la troisième semaine. Kelderman, j'ai eu l'impression qu'il était quand même très très limite dans la roue de Jay Hindley qui paraissait très très fort aujourd'hui. Jay Hindley d'ailleurs troisième au général, mais ça reste un équipier et il est très jeune. Jay Hindley, il est très prometteur depuis les catégories de jeunes, mais je pense qu'il va manquer peut-être un peu de constance et de caisse en troisième semaine. Tao, il est aussi souvent irrégulier. Aujourd'hui, il était très très fort. Je pense que c'était le plus fort. Mais je pense pas qu'il donne d'énormes garanties. Derrière, on a Bilbao. Bon, Bilbao, il sort du Tour de France. Puis cette triplette, Rafa Maika, Vincenzo Nibali et Domenico Pozzovivo, qui sont déjà entre 3,30 et 4 minutes au général, mais qui me paraissent peut-être au final les plus solides pour remporter la course. Ouais, ben, les coureurs qu'on connaît sur les classements généraux. Théo, est-ce qu'on peut dire qu'à une semaine de la fin, en prenant en compte, bon, on va dire que toutes les ascensions se font et qu'il n'y a pas un arrêt du Giro à cause du Covid, de la Covid, est-ce qu'on peut dire que on a eu presque un prologue de 2 semaines parce que tout va être bouleversé? Alors, oui, effectivement, je pense que tout va être bouleversé. Dire qu'on a eu qu'un prologue, c'est un peu dur quand même, parce que la course a globalement été intéressante, Je avec des parle pour le mouvements. général, hein. Oui, oui, avec des mouvements sur plusieurs étapes, et quand même le général qui se décante un peu. C'est un prologue qui a été quand même vachement sélectif, parce que bon, au départ du Giro, on avait Simon Yates, Geraint Thomas, Fuglsang, Vlasov, Nibali et Kruijswijk comme les six gros favoris. Il en reste plus qu'un dans le top 10, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, rien n'est joué, surtout que, en fait, quand dans un grand tour, on essaye de faire un peu de prospective et de voir ce qui va se passer lors de la dernière semaine, on prend plusieurs choses en compte. Déjà, le parcours qui reste. Là, il y a une incertitude sur le parcours. On regarde un peu les antécédents des gens qui sont bien classés au général et on regarde les signes de forme qui semblent montrer. Et là, en fait, tout est contradictoire. Les gens qui semblent être le plus en forme, bah, c'est les gens qui n'ont pas trop de références. Le parcours, on ne sait pas trop ce qui va se donner, ce qui va se donner. Et des coureurs comme Nibali, Pozzovivo ou même Maika qui sont les personnes les plus fiables, normalement, si on regarde juste les noms, ils semblent pas. Alors, Maika semble être plutôt en forme. Nibali, c'est quand même assez étonnant. Et surtout, est-ce qu'ils sont capables de reprendre 3 minutes à un Wilco Kelderman? Les étapes sont tellement dures que oui, n'importe qui peut Est-ce que c'est eux exploser. qui doivent être capables de reprendre 3 minutes à Kelderman ou est-ce que c'est Kelderman qui est Il capable doit de pas ne les pas les perdre, c'est perdre? ça. Voilà. C'est ça un peu, c'est un peu un jeu d'élimination ce Giro et c'est vrai que c'est un peu le dernier qui va tenir sans se prendre une énorme craquante qui reste de gagner à la fin, je suis assez d'accord.
Que c'est impressionnant quand on regarde le classement général, là, je le regardais à l'instant, on se rend compte, on l'a dit, qu'il n'y a pas eu tant de montagnes que ça, juste l'Etna et Piancavallo, mais il n'y a que 15 coureurs qui sont en moins de 20 minutes. Alors je pense que ce Giro a été très très fatigant. Théo, tu avais dit que ça avait été très sympa à suivre. C'est vrai qu'on a eu cette semaine l'impression d'avoir quasiment une classique par jour, mais je pense que les organismes sont assez usés. Et Ouais. ouais, on va avoir des grosses surprises, Et je puis le pense. programme surtout, parce que Puis il y programme aura de de ouf, hein, s'il y a l'altitude, il y aura, voilà, ça le va. Stelvio va remettre tout le monde à sa place, je pense. S'il y a le Stelvio, parce que je regardais les temps, alors les températures sont 2 à 3 degrés pour le moment, les prévisions. Je pense que la neige, ce sera pas un problème. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le verglas dans la descente. Faut pas qu'il gèle, c'est surtout ça. Voilà. C'est ça qui me fait peur. Après, les Parce qu'il y avait de la prévisions. neige à Piancavallo, hein, vous avez vu Ouais. aujourd'hui dans les derniers kilomètres. Ouais. Mais après, on a ces visions du Giro entre les congères. Donc, la neige, tant qu'elle tient pas, Oui, tant c'est que pas c'est trop sec. grave. C'est après. Mais je pense que. Enfin, je crois que les conditions météo s'améliorent. Donc, Je crois. Croisez ah, doigts. Ce qui donne de ah, l'espoir aussi ah, pour le Tourmalet dimanche prochain sur une autre épreuve, la oui. Vuelta cette fois-ci. Oui, je pense que allez, pronostic, je pense que le Tourmalet, il n'y aura pas de souci. Maintenant, vous savez qu'en pronostic, on est malheureusement Pas pas très bon. terrible. Euh, Greg, donc on reparle de ce classement général. Comme l'a dit Charles, beaucoup de personnes usées par la longueur des étapes, par le dénivelé et également par le temps, hein, parce qu'il a fait quand même un temps bien dégueulasse. Et par le Covid. Et par le Covid. Je voyais sur les réseaux sociaux pas mal de personnes qui disaient sur cette montée, il y aurait Geraint Thomas ou Remco Evenepoel, ils les auraient atomisés sur des pannes comme ça, patati patata. Et je me faisais la réflexion, tu vas me dire si tu me suis sur ça. Imaginons qu'à la place de Geraint Thomas, ce soit Vincenzo Nibali qui soit tombé. Et si Geraint Thomas avait été 7ème, on aurait dit oh là là, mais Vincenzo Nibali se serait baladé, il aurait remporté le Giro haut la main. C'est facile de dire si tel coureur avait été là, il aurait atomisé tout le monde. Qu'en penses-tu? Ah ben c'est de toute façon, enfin, dans tous les sports, évidemment, les conclusions hâtives ou les prédictions, enfin, ça arrive très souvent. Et même bref, là où je te suis, c'est que les absents ont toujours tort. Geraint Thomas, il est pas là, il est tombé. Ben c'est malheureusement l'histoire du cyclisme aussi, les chutes, les absents. Et faut faire avec. Je pense que c'est pas s'il avait été là, mais peut-être qu'il y aurait eu d'autres circonstances de course. Peut-être qu'il aurait monté plus vite, il y aurait d'autres coureurs éliminés, la course aurait été totalement différente. Donc c'est très difficile de faire finalement des scénarios. Déjà que c'est très difficile de savoir ce qui va se passer cette semaine. Si en plus tu veux qu'on imagine ce qui serait arrivé si les absents étaient là, ça devient encore plus compliqué. Oui, surtout qu'on a même des directeurs sportifs d'équipe, Charles, qui demandent l'arrêt du Giro. Ce qui me paraît Ouais. un peu. Non, mais je tiens à en parler parce que Ah oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je trouve ça aberrant. Mais ça Il peut m'énerve. partir Ouais. s'il a envie. Mais moi, je C'est pas un considère directeur que sportif, hein. C'est le responsable de l'équipe, hein. c'est Son le directeur manager de sportif, l'équipe, il mais voulait pas partir, hein. après, ça va être très dur et je vais peut-être avoir des problèmes, mais tant pis. Mais pour moi, Jonathan Vogt, c'est rien de plus qu'un troll de toute façon. Enfin, il provoque à longueur de journée. Il a fait son truc avec son maillot, c'est très bien, un coup de com, moi je salue, enfin chacun fait comme il veut après tout, mais il fait ses petits coups en douce, là il envoie un petit mail à l'UCI pour dire qu'il faudra arrêter la course là, il a gagné 2 étapes, donc tout va bien pour lui. Ses coureurs n'étaient pas au courant, je crois que c'était Fabrizio Guidi qui est directeur sportif sur la course, il n'avait pas l'air d'être au courant et lui veut continuer. Et je trouve qu'il y a un énorme manque de respect pour les Conti Pro italiennes, alors lui peut-être qu'il a sécurisé un sponsor avec Même son pour petit coup de NTT. com'. Oui, même pour NTT, on a parlé de lui, mais quel égoïsme! Les Conti Pro italiennes, elles jouent leur vie sur ce Giro en termes de visibilité. C'est leur course de l'année, comme Vital Concept en France ou au Total Direct Energy, etc. On a une équipe comme Androni, Gianni Savio, son futur, il n'est pas du tout assuré. Tu lui enlèves une semaine de course, bah, je suis désolé, mais ça lui enlève la possibilité d'aller chercher une étape. Bardiani, on sait que c'est parfois compliqué aussi, mais sur un malentendu, ils peuvent aussi faire une belle perf. Et puis c'est des heures d'antenne, c'est de la visibilité pour les sponsors. Donc je trouve ça d'un égoïsme fou que Vogt se permette ce genre de choses. Moi je me rappelle de Jonathan Vogt, à chaque fois qu'il a un problème avec ses équipes, il fait une fusion et l'équipe avec qui il fusionne coule. Rappelez-vous de Drapac qui fusionne avec lui, elle garde une Conti, un an après il n'y avait plus de Drapac, etc. 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 Donc là on ne sait pas ce qui va se passer avec une équipe comme Nippo, mais moi personnellement j'ai très très peu d'estime pour ce genre de personnage qui lave plus blanc que blanc et on sait tous à peu près comment ça se passait à l'époque où il a couru, donc ça me fait beaucoup rigoler.
Oui, et puis il y a également, ben, pour les communes italiennes qui attendent le Giro, on est dans une période très compliquée. Ça reste quand même une fête. Oui, Même c'est si la les fête, on l'a gens, vu, il y a des drapeaux partout, il y a des voilà, ballons, même les gens s'il y a sont heureux. moins de Enfin, personnes qui peuvent y aller, ça reste quand même une vitrine pour la région, tout ça, quoi. Et puis Et les gens ont besoin de voir des choses, de pas se morfondre puis dans même un Jonathan quotidien. Vogt, il y a des coureurs qui sont peut-être en fin de contrat dans son oui, effectif, et tous les peut-être coureurs en fin de que... contrat, ce que j'allais dire, enfin, il y a des coureurs qui, vu l'incertitude autour de certaines équipes, et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs en fin de contrat qui ont tout intérêt à se montrer et qui, si jamais la course s'arrête maintenant, ça sera trop compliqué pour eux. On sait que enfin, il y a beaucoup aussi d'incertitudes sur l'avenir de plusieurs équipes qui, alors, soit leur existence est menacée, soit le nombre de coureurs et de contrats, eh bien, va peut-être diminuer. que ce sera l'objet d'une émission, mais il y a eu très très peu de transferts encore, à part les très gros coureurs. Il reste un paquet de mecs qui sont dans l'incertitude. Donc plus on va courir, mieux ce sera pour tous ces garçons-là. Ouais. Sinon, pour repartir sur le Giro, Greg, non pas Greg, Théo, qu'est-ce que tu penses du cyclisme français sur ce Giro? Donc on a Arnaud Démare qui brille de tout feu, 4 victoires d'étape, et je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est quand même une performance, ça n'avait plus été le cas depuis Bernard Hinault sur le Giro. Oui, non, c'est vrai qu'on en parle pas assez parce que bon, il n'y a pas la couverture médiatique du Tour, mais il a un niveau physique exceptionnel. Il est vraiment intouchable sur tous les sprints. Il n'y a pas, à part Sagan, de sprinteurs, et même Sagan, on pourrait en discuter, de vrais sprinteurs de premier plan qui pourraient le concurrencer. Gaviria, cette année, on sait qu'il a eu le Covid, il a gagné des courses quand même, mais il semble un peu en dedans. Et surtout, c'est son équipe qui est impressionnante, et il y a un vrai collectif. Ils sont venus pour gagner des étapes, ils le font très bien. Donc c'est vraiment très... Il a encore une chance, normalement. Et vu que Paris-Roubaix est annulé de toute manière, il abandonnera pas la course avant. Par contre, à côté de ça, bon, on le savait un peu avant, mais c'est un peu le désert. Il y a quelques placettes, des top 25 d'étapes pour Rossetto, pour Ede qui a fait un top 15 hier, mais qui a dû abandonner malheureusement aujourd'hui, je crois. Ouais, Et grosse chute. on a par contre Aurélien Paré-Peintre qui fait un bon premier grand tour où il découvre, il essaye de faire une Maxime Montfort, une sorte de Maxime Montfort Ça restera pas light, impuni, Théo. Maxime Montfort Leader Price. Mais, euh, mais bon, il a raison de le faire. De toute façon, à mon avis, en dernière semaine, il partira à l'attaque. Après, il y avait une sorte de petite hype Paré-Peintre avant le début du Giro, notamment sur les réseaux sociaux, suite aussi aux annonces de l'équipe qui avait annoncé qu'il allait jouer le général. Faut pas oublier qu'il a quand même, enfin, c'est son premier grand tour, mais il a 24 ans. C'est pas non plus un gars tout jeune, tout jeune. Peut-être, et j'espère que il me fera mentir et que il concourra dans le futur pour des places des top 10, mais il semble pas en prendre, en tout cas à mon avis, la trajectoire. Il faut rappeler qu'Aurélien Paré-Peintre a quand même chuté 2 fois assez lourdement en première semaine. Après, c'est vrai qu'il a déjà 24 ans. Il y a 5 ans, 10 ans, peut-être on aurait dit 24 ans. C'est bon, il a tout l'avenir devant lui. Maintenant, le problème, c'est qu'avec tous les gars qui arrivent à 18, 19, 20 ans, qui sont super forts. Mais attention, tous les coureurs sont différents. Ils peuvent avoir une maturité plus longue et il peut peut-être plus durer qu'eux. Parce qu'encore une fois, j'ai de gros doutes sur le fait que ces coureurs qui arrivent si tôt tiennent dans la durée. Je parle pas de Pogacar ou quoi qui ont déjà gagné un grand tour. Hein. Pour eux, la carrière est c'est déjà réussi, quoi. Hein. Oui, parce que Jay Hindley a par exemple 2 ans de moins que lui, je crois, c'est de 96, 97, si je trouve que c'est une grosse bêtise, mais il me Il est de semble. 96, je crois. Ouais. Et Paré-Peintre, c'est 94, non? Ouais. Je- Mais Paré-Peintre, et quand il est arrivé chez les Espoirs, il avait été très fort et puis il s'est perdu pendant 2 ans avant de réapparaître un peu en dernière année à Sport, ce qui lui a permis de passer pro Puis pré-crack. Paré-Peintre, il progresse, hein. Après, peut-être qu'il fera jamais de top 10 d'un GT dans sa carrière, mais c'est pas grave. En fait, il peut toujours aller chercher des étapes, une belle étape de prestige sur le Tour de France, sur le Giro. Regardez Lance Peters, c'est pas le meilleur grimpeur du monde, mais le mec a gagné sur le Giro, il a gagné sur le Tour. Si ça se trouve, il va gagner sur la Vuelta là dans les semaines à venir, donc c'est pas forcément lui faire offense que de dire non plus que il fera pas de top 10 un jour d'un GT. Il peut faire une très belle carrière. Tout à fait. Là, je pense il peut viser un top 15. À voir après s'il reste régulier, je pense qu'il va y avoir de tels éclats en dernière semaine qu'il peut remonter. Et après, ça, bon,
sans parler de ce qu'il peut devenir. S'il arrive à terminer top 15 de ce Giro, ça fera Oui, déjà ça fait de la caisse, ça fait de ça fera un l'expérience. équipier tout à fait convenable pour des leaders qui peuvent jouer mieux. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, et puis c'est tout, enfin, personnellement, j'apprécie toujours de pouvoir suivre un Français qui est encore assez jeune, qui joue, enfin, qui tente de faire la meilleure place possible au général. C'est toujours sympa de regarder est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend dans le classement général. Ça nous rappelle le top 20 de Francis Mouret en 2013, je crois, qui avait failli être perdu lors de la dernière étape. Il était tombé, mais il était rentré in extremis, il avait sauvé son top 20. Oh, D'ailleurs, c'est sorti les intéressant archives, là. pour finir sur ce Giro. On voit que chez AG2R, la stratégie est complètement différente concernant Anninen et Paré-Peintre. Anninen, on voit qu'il est vraiment là pour découvrir, qu'il n'y a pas de pression, qu'il fait un peu ce qu'il veut. Il est déjà à 2 heures au général et je pense que sur ses qualités de grimpeur, il serait capable d'être un peu plus haut. Mais par contre, Paré-Peintre, on sent ouais, depuis le début, comme tu l'as dit, Ben, qu'on veut lui faire le général et lui faire prendre de la caisse à ce niveau-là, quoi. Ouais, et puis mine de rien, niveau sponsor, ça permet toujours de parler de l'équipe. T'as toujours des personnes qui vont dire ah, Paré-Peintre, Ah oui, j'ai puis fait vous la l'avez dit, première en dehors place de au démarre, général. c'est le désert côté français. Ouais, ouais. Même dans les échappées, c'est compliqué d'exister. On a vu Bouchard, Bidard un peu, mais bon, c'est pas. De toute façon, déjà, la Groupama reste concentrée autour de Desmar. Oui. Donc un Guglielmi n'a pas trop l'opportunité Puis bon, de quand t'as gagné 4 étapes, on peut plus rien dire. Hein, de toute C'est façon, normal. bon. C'est normal d'amener le maillot à Oui, point. tout à fait. Ouais. Il y a encore une étape que Desmar peut remporter. Vous imaginez Oui, s'il puis gagne on voit 5. mal comment, sauf fait de course, il peut être battu au sprint, hein, parce qu'il a gagné dans quand même pas mal de configurations depuis le départ, et il a jamais vraiment été inquiété, j'ai trouvé, quoi. À part peut-être l'étape où, je sais plus laquelle c'était, où c'était un peu serré, mais sinon on sent qu'en puissance, il est au-dessus du lot, quoi. Puis Gaviria, qui est le seul vrai sprinter finalement, est blessé, je crois qu'il a un souci au genou, Viviani n'est que l'ombre de lui-même, et puis Sagan en sprint pur, enfin il est quand même un petit peu en dessous, je trouve. Et puis Greg, Arnaud Desmar, au-delà des concurrents qui sont affaiblis, on l'a vu sur les courses précédentes, le Giro, il est quand même très très fort cette année. Je me rappelle notamment le Milan-Turin où il bat Ewan, Van Aert, et etc. La question qu'on peut se poser, c'est où se situe Desmar dans la hiérarchie des sprinters aujourd'hui. Ah, mais depuis la reprise, hein, après le confinement, c'est vrai il est peut-être celui qui a le plus gagné. Hein. Je vais pas regarder les chiffres, C'est mais lui qui a le plus gagné, ouais. sur Milan-Turin, la Wallonie, Poitou-Charentes, je crois qu'il a aussi une victoire sur le Luxembourg et là le Giro d'Italia. C'est vrai que alors que les autres sprinters ont peut-être eu un parcours un peu moins régulier, un peu moins simple. Bah, ça va Alors, se jouer avec Bennett, je pense. Il faudra voir ce que Bennett fait pour Ouais. la Vuelta, mais c'est clairement dans le top 2-3, parce que Ewan a été très Non mais costaud aussi, hein. messieurs, sur les victoires professionnelles en 2020, il est premier et Ah oui, tout à largement. fait. Oui. Non, je veux dire sur le meilleur Il y a sprinter de la Pog- saison. Je crois que Ouais. c'était ça que tu... Oui, il y a Pogacar et Evenepoel qui sont à 9 victoires cette saison. Ah oui, le Ewan, premier, ouais. 7 victoires. Desmar est à 14. C'est incroyable, quoi. Surtout qu'en plus, vu que tout est condensé, on le voit tout le temps devant. Bien, messieurs, on va conclure l'émission maintenant. Et on va la conclure par un pronostic qui ne va pas porter sur la tenue d'école, que ce soit sur le Giro ou une autre course. Ça ne va pas porter sur les 3 jours de la panne qui ne sont en fait qu'un, mais sur le podium final de ce Giro. Alors, vous ne le savez pas, chers auditeurs, mais je leur en ai parlé avant l'émission de ce pronostic pour leur laisser le temps de réfléchir. Donc, on va commencer avec Théo. Alors moi je vois Almeida totalement exploser, je vois Kelderman gagner devant Nibali et Tao Geoghegan. Voilà. Ok, Greg. Alors le vainqueur du Giro, là, vous l'entendez en exclusivité, sera Tao Geoghegan. C'est sûr, ça je vois, devant Kelderman et Pozzovivo. Charles. Eh ben, moi je vais dire comme Greg, je vois Tao, mais devant Jane Lay et un Vincenzo Nibali régulier qui vient faire podium. Quant à moi, je vois Vincenzo Nibali l'emporter devant Kelderman et en 3e position, c'est plus compliqué, mais je vois Almeida prendre un tir comme l'a annoncé Pareil. Théo, et bon, vu que personne ne le cite sur le podium, je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord. C'est marrant, vous vous imaginez comment on serait foutu de notre gueule si on avait donné ces paris-là il y a 2 semaines pendant la présentation de la course. Et en 3e position, je vois Peo Bilbao.
qui je pense sera assez régulier. Bon, ben réponse dimanche prochain, mais ce n'est pas dimanche qu'on se retrouvera, puisque dans la semaine, probablement mardi, Mm. il y aura une émission consacrée à la Volta, donc au soir de la première étape. Ça partira fort, hein, puisque c'est arrivé au sommet en Odarate, si je me trompe pas. Ouais, ou en bas, Attends, je regarde. Là, j'ai tenté à l'aveugle. Hein, Non, c'est en... je vais Bah, te j'ai dire. l'impression que sur le profil, il y a un tout petit bout de descente, qu'on arrive à Ibar, mais ouais, enfin, je connais très mal le coin, donc je veux pas dire de bêtises. En tous les cas, on se retrouvera. Mais non, je crois que c'est. Est-ce que c'est pas, tu sais, comme autour du Pays Basque, ça redescend un peu après. Et bon, on Ouais, sait j'ai pas. Je l'impression qu'il pense y a que un ou c'est deux ça. kilomètres de descente, mais sur le Il y a profil. Samuel Sanchez notamment pour sa dernière année pro, je crois qu'il s'est pris une énorme boîte dans cette descente. Je Ouais. pense que c'est ça. Parce qu'il y a J'ai plusieurs côtés à rater, mais je pense que c'est ça. j'ai l'impression qu'on descend un peu. Ouais. Puis il y aura le Tourmalet très vite, hein, dès dimanche. Ouais. En tous les cas, pour ceux qui veulent suivre la Volta, regardez-la dès cette semaine parce que ça commence direct dans la montagne. Alors j'en parle puisque l'émission sera au soir. Dans le final de cette première étape, deux ascensions, une de 3 km à quasiment 9%, l'autre de 5 km à plus de 8%. Il y aura déjà de gros écarts, c'est la Volta, on est en fin de saison, on ne sait pas trop comment sera le temps, donc ça risque d'exploser de partout. Carrément. On se donne rendez-vous donc sans doute mardi soir pour parler de la Volta et présenter un peu plus les coureurs, même si déjà on en saura beaucoup plus qu'on en sait aujourd'hui. Bonne soirée tout le monde, bonne semaine, bonnes vacances à l'éducation nationale, etc. Au revoir. Ciao! Salut! Ciao.